Monsieur Jean-Luc Mélenchon, bonsoir et bienvenue en Tunisie. Bonsoir. La Tunisie a vécu une semaine assez mouvementée. Elle a perdu l'un des plus grands leaders que cette patrie a enfanté en la personne de Monsieur Choukri Belaïd. Comment avez-vous vécu cette disparition et est-ce le motif de votre visite en Tunisie? Bon, toute l'opinion française a été stupéfaite parce que l'assassinat politique n'est pas une habitude en Tunisie. Nous connaissons assez bien la Tunisie pour le savoir. Et on a le sentiment qu'une certaine période pourrait bien être terminée si dorénavant, ici, on peut assassiner dans les rues comme je l'ai connu, hélas, dans d'autres processus révolutionnaires en Amérique du Sud. Maintenant, je ne suis pas venu en Tunisie en relation avec cet événement et j'ai prévu de longue date de venir. La révolution citoyenne en Tunisie est une sorte de phare. Elle préfigure des événements qui vont avoir lieu en Europe. À mes yeux, il ne s'agit pas d'une révolution arabe ni d'une révolution tunisienne, il s'agit d'une révolution citoyenne. Les causes qui l'ont engendrée, la kleptocratie, c'est-à-dire un pouvoir voleur et tyrannique, d'une part, d'autre part, une application aveuglée des politiques néolibérales, tout ça est à l'œuvre dans le reste de l'Europe. Alors, les kleptomanes ne sont pas les mêmes, mais la méthode est toujours la même. C'est les pillages des pays, la diminution des acquis sociaux, enfin, un avant-poste et le reste. Donc tout ce qui se passe ici nous intéresse beaucoup. Demain, ce sera le tour de la Grèce ou de l'Espagne ou du Portugal ou peut-être de mon pays. Nous regardons donc avec beaucoup de soin quels sont les déroulements de cette révolution citoyenne. Et je venais pour faire une conférence que je vais faire demain soir sur l'écosocialisme et la révolution citoyenne, la même que je vais faire ensuite à Alger, puis à Rabat, dans la mesure où je considérais que c'était un devoir pour moi de commencer la présentation de ce texte sur l'écosocialisme dans les pays du Maghreb. J'arrive à ce moment si violent, si émouvant, si terrible pour ceux qui aiment ce qui se passe en Tunisie. Moi, je ne suis pas surpris, on me dit, bon, je lis dans la presse française des sottises, la Tunisie au bord du chaos, enfin bon, il y a une révolution en Tunisie, et elle avance, à mon avis, d'une façon qui montre une grande énergie populaire et une grande maturité populaire. C'est pas dans tous les pays qu'on voit un rassemblement comme celui qui s'est fait autour de M. Belaïd après son assassinat. On voit Justement, bien que vous inspire cet incommensurable rassemblement, cette mobilisation populaire et spontanée surtout? Alors moi, je crois que c'est d'abord un signe de bonne santé de la Tunisie. C'est-à-dire que des milliers de gens, qui peut-être n'avaient rien à voir avec les idées de M. Belaïd, se sont dit, cet homme-là, dans sa manière de faire, de dire, est des nôtres. Il fait partie de notre société, nous n'acceptons pas le meurtre politique. Je trouve ça, c'est un signe de très bonne santé. Ensuite, il y a quelque chose à apprendre de particulier de la personne de M. Belaïd et de son influence. C'est qu'en temps de révolution, les anciennes catégories politico-sociales n'existent plus. Il n'y a pas comme on dit, des électorats captifs. Il y a un peuple qui se cherche, qui tâtonne, et qui, parfois, très éloigné de toute politique, regarde et découvre en tel ou tel personnage une force de sincérité, une force positive qui l'attire et lui semble être un point d'appui. Il me semble que la force de M. Belaïd, c'est qu'il est un point d'appui pour la société tunisienne tout entière. C'est ce que je souhaite d'ailleurs pour le Front populaire, auquel vous savez que je suis lié. J'ai l'impression que peut-être d'une certaine façon, la même chose est arrivée dans mon pays et dont attestent mes résultats électoraux. Pour revenir aux défunts, est-ce que vous aviez des affinités, des rapports personnels avec Moi, je ne connais pas M. Belaïd, hélas pour moi. Mais oui, je connais le Front populaire, dont il était une des figures de proue et un organisateur. Je vous dis, les choses sont tournées autour du pot. Pour nous, la bonne nouvelle, c'est la création du Front populaire dans la révolution tunisienne. Pourquoi? Parce qu'elle permet d'exprimer d'une façon claire cette idée que révolution démocratique et révolution sociale sont liées l'une à l'autre. Ce que le Front populaire est le seul à exprimer. Et ne pas se laisser simplement enfermer dans le débat sans fin entre
pro et anti-islamiste, comme si toute la vie politique se résumait à ce point. Ce débat entre ceux qui sont pour ou contre ne prend de sens que par rapport aux questions sociales et aux objectifs démocratiques que la société veut se donner. C'est pourquoi le Front populaire a été ressenti par les membres du Front de gauche, je ne vous dis pas que ce soit le cas de tous les Français, mais par les membres du Front de gauche comme une très bonne nouvelle. Et pour nous, ce n'est pas la seule bonne nouvelle du bassin méditerranéen, puisque j'espère dans 2 semaines, notre famille politique va revenir au Parlement italien. Nous venons de franchir la barre des 14%, parce que nous l'avons franchi celle des 11% en France, et parce qu'en Grèce, nous sommes à plus de 30%. C'est-à-dire que notre courant politique est arrivé à un seuil de crédibilité où la question pour lui d'être prochainement à la tête de gouvernement dans l'un ou l'autre pays, je ne sais dans lequel ça commencera, est à l'ordre du jour. Vous avez évoqué un chiffre, 11%, c'est les 4 millions d'électeurs lors des dernières élections présidentielles. Et moi, je préférais être un peu plus pointu et parler des 16% relatifs à la tranche d'âge entre les 18 et 24 ans. Est-ce que cela vous rassure sur l'avenir de ce parti, de ce front de gauche? Moi, je suis très optimiste pour le Front de gauche, vous savez. Vous commencez une élection, on vous donne à 3%, vous la finissez à 11%. Il n'y a que dans les journaux français qu'on lit que c'est une raclée électorale. Hein. Je m'en souhaite comme ça toutes les semaines. Hein. Je souhaite à mes amis partout. Je crois qu'il s'est produit quelque chose de profond dont je suis le symptôme. Je me mets modestement de côté, je ne suis que le symptôme de cela. Dans notre société, le système néolibéral a perdu sa légitimité. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde sait que leur truc ne marche pas. Tout le monde sait qu'il ne fait que répandre de la misère, de la frustration sociale, de l'inégalité, de la remise en cause de tous les acquis. Et cette perte de légitimité est ressentie d'abord dans la jeunesse scolarisée, éduquée, qui dispose des moyens de bien comprendre que c'est un mythe, un piège, une illusion qu'on lui a vendue. Hein. L'idée qu'en adhérant aux valeurs de l'égoïsme, de la cupidité, on pouvait construire un destin personnel honorable et profitable à la société. Je crois qu'un nombre croissant de gens jeunes se disent non, je ne veux pas de ce monde. Et il dit des choses très simples. Les valeurs d'amour, les valeurs de fraternité, le goût du travail bien fait, l'amour de son métier, sont des raisons suffisantes pour occuper la vie d'un homme ou d'une femme. Et qu'on n'a pas besoin en plus d'y mettre l'appétit de lucre, le goût de la fortune accumulée vite sur un claquement de doigts et pourquoi faire. Mais c'était pour vous également une année assez paradoxale en termes de score lorsqu'on compare l'éclat lors de l'élection présidentielle et également ce retour de manivelle quelque part lors des élections législatives. Est-ce que vous regrettez ce choix de vous être présenté face à Marine Le Pen? À vous parler de moi en particulier? Ah mais non, non, je suis habitué à ce que tous mes résultats soient lus par des esprits taquins comme des échecs. Par conséquent, je n'en suis pas surpris. Mais là encore, je dirais... Pour le plan stratégique, est-ce que vous regrettez cette décision? Nullement. D'abord parce que sur le plan électoral, c'est quand même un beau succès, puisque j'étais déjà le candidat à la présidentielle, je suis le candidat législatif, et entre les deux, je gagne 1000 voix. Bah, si quelqu'un connaît le moyen d'en gagner davantage en 3 semaines, il faut qu'il me le signale bien vite. Je pense que, non, c'est une magnifique campagne qui a été bien entendue et bien comprise. Et puis après... il y a aussi l'idée qu'on se fait de l'action politique, voyez-vous. L'action politique, ça ne peut pas être simplement pour un responsable de dire je vais dans la circonscription gagner d'avance, plus que là que je m'y mette, s'il y a un sortant. Non, c'est de montrer l'exemple. Quel est le plus grand problème pour notre société française dans l'arène politique? C'est l'hésitation que l'on sent dans les profondeurs du peuple entre les solutions que propose Madame Le Pen, qui consiste à dire qu'il faut trier les Français d'après leur religion, d'après leur origine ethnique, et ceux qui pensent comme moi que c'est par le rassemblement, la fraternité et l'égalité sociale qu'on peut avancer. C'est ça le vrai enjeu de nos sociétés. Et donc il faut aller en première ligne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous croyez qu'après avoir fait une campagne électorale présidentielle, tout d'un coup, me voici transformé en précieux objet de porcelaine que l'on met sur le coin de la cheminée en disant « Regardez, voici la statue de Jean-Luc Mélenchon qui vous regarde ». Non, je suis un combattant. Il n'y a pas de honte en démocratie à perdre une élection, vous savez, à ne pas être élu. La honte, c'est de changer d'idée ou de s'en cacher. Et puis, c'est le souverain, c'est le peuple. C'est lui qui décide. Et sa décision, elle s'impose à nous. Alors, ça ne veut pas dire qu'on l'accepte. Hein. Personnellement, je ne suis pas du tout content du score qu'a fait Madame Le Pen.
parce que c'est un danger pour la vie de notre société, et pas seulement de la nôtre, hein, pour toutes celles de la Méditerranée, car imaginez-vous un seul instant que cette politique perfide, sournoise, cruelle, arrive à être au pouvoir en France. Croyez-vous que ça ne concernerait que la bonne santé morale des Français? Non, ça concernerait toute la Méditerranée, parce que nous partageons des enfants, nous partageons des familles, nous sommes des peuples imbriqués. Par conséquent, Madame Le Pen, c'est aussi votre problème. Je suis bien désolé de vous l'apprendre. On est bien d'accord là-dessus. Quelle lecture faites-vous de la situation justement politique et sociale qui sévit en Tunisie au jour d'aujourd'hui? Ah ben, je ne suis pas l'observateur le mieux placé pour en juger. La Tunisie est dans une période de révolution citoyenne. Révolution parce que toutes les structures juridiques, politiques et sans doute de la propriété sont mises en cause par le mouvement populaire. Vous avez une constituante. Bon, vous êtes en train de changer de régime. Et vous avez appelé à cela lors des élections présidentielles. Vous avez appelé à une 6e République et à la mise en place d'une Assemblée nationale constituante. Absolument. Aujourd'hui, après plus d'une année en Tunisie, quelle conclusion tirez-vous de la mise en place d'une Assemblée constituante? Est-ce que c'est le meilleur choix à faire? C'est une excellente chose. Parce que, après des périodes dans lesquelles les superstructures politiques sont totalement dévalorisées aux yeux du très grand nombre qui constitue un peuple, il faut refonder la nation. Et comment le faire autrement que par une assemblée qui établisse une constituante? Alors après, bon, il faut voir quelle constitution va sortir de cette assemblée. Mais ayons la patience et la confiance dans l'action populaire. C'est ça le point de départ. Quel regard portez-vous sur la démocratie participative, comme l'exemple islandais, et non pas représentative, on va dire? Ah, tout ça, écoutez, il ne faut pas... Quel modèle oui, mais le prenez-vous? défi de l'ère moderne, c'est précisément de marier les deux. C'est-à-dire d'être à la fois capable d'avoir un système institutionnel sans lequel il n'y a pas de vie en société possible. Il ne faut pas raconter d'histoire. Le régime de la démocratie directe ou de l'Assemblée générale permanente n'a aucun espoir de jamais fonctionner. Mais en même temps, la mise en place d'institutions aussi démocratiques que possible porte en elle aussi une contradiction. C'est la bureaucratisation, une certaine forme d'irresponsabilité entre deux élections. Donc comment combiner la nécessité d'une auto-organisation des citoyens, d'autant plus nécessaire souvent que le travail de réorganisation doit être fait en profondeur. Vous savez, en France, nous aurons besoin d'une révolution citoyenne pour éradiquer la peste néolibérale de tous les endroits où elle s'est répandue, dans les administrations, dans la conscience publique, dans les médias. Bon. Et qui va le faire? Pas d'en haut, c'est forcément par les protagonistes eux-mêmes. Donc, comment marier les deux? Eh bien, c'est ce sur quoi je crois que quelques pays nous ont montré la voie. Je vais vous donner un exemple. En Équateur, au Venezuela, et je crois aussi dans l'État du Wisconsin aux États-Unis, pour pas qu'on aille m'accuser de n'aller chercher que chez les révolutionnaires les bonnes solutions, il y a un droit de révocation en cours de mandat. C'est-à-dire que si les citoyens font une pétition et recueillent un nombre suffisant de signatures, ils peuvent obtenir une nouvelle élection sur le mandat considéré. Voilà une des formes qui permet d'organiser le lien entre la démocratie à la base, populaire, et la démocratie institutionnelle. Bon, voilà, c'est un exemple, il y en a bien d'autres. Mais par contre, ça ne nous émancipe pas de l'idée que l'implication populaire est une nécessité absolue de notre époque. Car de grandes tâches sont devant nous. Vous savez, le quotidien peut vous faire perdre de vue les fondamentaux. Hein. Les fondamentaux sont les suivants. La crise de l'écosystème humain est en train de franchir un seuil. Et vous autres, les Tunisiens, comme nous les Français, pour l'essentiel, nous vivons sur le littoral. Si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Et la montée des mers a un impact très direct sur nos économies nationales. Pour n'évoquer que cet aspect.